Merci beaucoup à tous d'être là, aux participants, et puis en particulier à Joy et Yvan pour cette interview qui est autour du couple s'aimer et collaborer. Donc, cette interview, elle est sur la plateforme Practice qui propose des ateliers sur l'entreprise vivante, organique, humaine, collaborative. On a d'ailleurs des prochains moments forts qui sont la pensée chinoise en entreprise avec Eric Alexandre le 15 mai et puis Oser définir ses limites avec Xavier Bronlet le 19 avril. Voilà, c'était la petite minute pub. Et donc, dans ce cadre d'entreprise qui est consciente, collaborative, humaine, en fait, les limites entre l'entreprise et soi sont parfois floues. Et c'est notamment ce qui m'a donné envie d'interviewer Joy et Yvan ce matin. Et aussi parce que des personnes dans mon entourage se posaient les questions comment gérer son couple quand on travaille ensemble et comment gérer son collègue, son chef quand on s'aime. Et puis, je connaissais un petit peu Joy et Yvan, je savais qu'ils avaient énormément d'expérience dans la coopération, puisque c'est leur métier, former, accompagner des organisations dans la coopération, dans la gouvernance. Et en plus, eux le font dans leur propre couple. Donc, c'est vraiment une cohérence assez idéale. Et c'est pour ça que ça m'a donné l'envie de proposer cette interview pour qu'ils puissent partager, que ça ne reste pas juste entre eux, mais que tout le monde puisse avoir accès à ces bonnes pratiques, pour savoir qu'est-ce qui est facile ou qu'est-ce qui est plus compliqué. Donc, vous pourrez vous présenter. Ensuite, moi, j'aurai quelques questions. Et puis enfin, dans la deuxième partie, la deuxième moitié de notre heure ensemble, vous pourrez poser plein de questions, autant de questions que vous voudrez, si pour autant que Joy et Yvan sont d'accord pour y répondre. Donc, ils ont quand même leurs propres limites. Ils vont savoir si vous les dépassez. Et puis aussi, je pense ce qu'on disait en préambule, il n'y a pas de hasard sur le fait que cette interview ait lieu aujourd'hui. Vous avez cofondé Présence Active qui a mené une campagne de financement très active et très réussie jusqu'à hier soir ou ce matin. Donc, vous pourrez aussi nous dire, donc félicitations, et vous pourrez nous dire comment ça s'est passé pour vous et comment vous avez géré toute cette intensité ces dernières semaines. Donc voilà, la parole est à vous si vous voulez nous parler un peu plus de vous individuellement. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Comment vous avez démarré? Qu'est-ce qui a démarré en premier, le couple ou la coopération? Euh, Du coup, c'est moi? Oui, oui, Allez. galanterie, Oui. ça reste des vieux modèles, mais faisons ça. Bah déjà, merci à tout le monde d'être là. Ça me fait très plaisir. C'est un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un petit moment. Et mes grands merci, Valdi, de nous avoir lancé la perche. Du coup, ça satisfait une de mes envies. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui est... Par où on commence? Moi, j'ai été très intéressée par ces nouvelles formes de gouvernance, par des échecs successifs dans des lieux d'habitation collective, mais j'étais assez convaincue que c'était un peu les formes de l'avenir pour arriver à mieux fonctionner ensemble. Et puis, j'ai rencontré une première fois Yvan, mais de très, 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 très loin, il y a du coup plusieurs années, peut-être 5-6 ans. Autour de ça, il venait justement former l'équipe. Et puis après, deuxième tentative de ma part dans un deuxième écolieu pour mettre ça en place. Deuxième gros raté. Mais à l'occasion, j'ai revu de nouveau Yvan une deuxième fois. Et puis après, toute cette époque, enfin voilà, toute cette prise de conscience après le choc de ces modèles de gouvernance, je me suis dit, bon, peut-être que moi, je ne suis pas prête. Et je suis allée me former sur comment être plus capable de communiquer de manière pertinente, gérer mes émotions. Enfin voilà, je me suis intéressée un petit peu à tous ces aspects. J'ai bossé un petit peu sur moi là pendant quelques temps. Et puis après, je suis retournée vers Yvan en disant j'ai vraiment trop envie de faire ce que vous faites et je veux bosser avec vous. Et voilà, du coup, on a commencé, en fait, c'est lui qui m'a permis d'intégrer en fait la structure de l'époque, la Instant Z. Et puis, en fait, très rapidement, on ne sait plus. Et puis, on a démarré la relation de couple. Ça a été quasiment à quelques semaines, mois près, ça s'est fait presque en même temps. Donc, finalement, il y avait cette impulsion, en fait, de vouloir vraiment œuvrer dans cette idée de fonctionner mieux ensemble.
Et puis, le coup de cœur est arrivé, bim, juste derrière. Et du coup, voilà, suite à notre départ de l'Instant Z, on a créé Présence Active. Et puis, une des premières choses qu'on a fait aussi quand le couple a démarré, c'était de réfléchir à notre intention de couple. Finalement, qu'est-ce qui nous avait amené à être ensemble? Pourquoi on était ensemble? Pourquoi ça avait du sens? Et du coup, on a passé cette association-là du couple à la moulinette des outils de la gestion de projet en fait collective. On a commencé par poser une intention, des valeurs, et puis un cadre d'équipe qui finalement est un cadre de couple et d'équipe, mais qui est un des piliers en fait du bon fonctionnement des aspects relationnels en fait de notre couple. Et puis quand ça va un petit peu moins bien, on fait beaucoup référence à ce document pour savoir quelles sont les bonnes pratiques pour se parler bien et essayer de se comprendre au maximum. Voilà déjà ce que je peux dire jusqu'ici. Yes. Du coup, c'était quoi? C'était une question de se présenter Est-ce un que petit tu veux peu? te présenter Ouais. un petit peu? Oui, et puis après on reviendra justement, tu as déjà abordé des choses très intéressantes, Joy, avec l'intention, le cadre d'équipe, mais peut-être qu'on y reviendra un petit peu après. Mais toi, Yvan, d'où est-ce que tu viens? D'où est-ce que je viens? J'ai été livré sur Terre. J'ai bossé pas mal. J'ai erré un petit peu à trouver ma place dans la société et je me suis impliqué une vingtaine d'années dans des métiers du spectacle, en me spécialisant dans le domaine du son. Voilà, ce qui est quelque chose que je trouvais intéressant, stimulant et qui allait pas trop à l'encontre de mes valeurs écologiques qui sont arrivées un peu plus tard quand même. Je les ai pas eues tout de suite dans ma vie. Euh, et puis, il y a un peu plus qu'une dizaine d'années maintenant, j'ai découvert le mouvement des villes en transition, des colibris, la permaculture. Il y a tout un champ qui s'est ouvert sur habiter le monde différemment, vivre les relations à soi, aux autres, à tout, voilà, dans une nouvelle perspective durable, inspirée de la nature, des choses comme ça. Et c'est un cheminement qui est encore en cours. À l'époque, je faisais ça un petit peu en mode dilettante bénévole, avec des écueils de groupe. Mais j'ai aussi découvert des approches, Dragon Dreaming, la gouvernance partagée, distribuée, pas mal de choses. Et puis j'ai eu l'élan de commencer à partager ce que j'apprenais, autant sur des méthodes organisationnelles que sur la connaissance de soi, la communication. Tous ces trucs en fait que je découvre en faisant un cheminement personnel et que j'ai pas vu dans les cursus scolaires et que je trouverais super bien qu'ils soient dans des cursus classiques. Parce que je pense que c'est des éléments super intéressants. Voilà. Puis j'ai à cœur de partager ça. J'ai l'impression que plus je le partage, plus je l'intègre. C'est des espèces de respiration qui intègrent plus profondément et encore et encore. Et voilà. Puis aujourd'hui, c'est vraiment... on donne des formations de facilitation, d'accompagnement à la gouvernance partagée distribuée, gestion collective de projet, et puis accompagnement d'équipe. Et puis je crois que derrière tout ça, l'idée, c'est de participer à la transition sociétale, à relever les défis au niveau de l'humanité par rapport aux enjeux écologiques, notamment écologiques, climatiques. Donc voilà, je vois un défi qui a l'air immense et j'ai pas envie de baisser les bras face à ça. J'ai envie d'essayer de trouver des manières de faire des choses et que ça ait des effets. Voilà. Et en même temps, conscience d'être une petite goutte d'eau dans la mer, mais j'ai envie d'être une goutte d'eau qui fait sa part. Ouais. Donc aujourd'hui, votre relation, elle est à la fois amoureuse, à la fois sur le développement de votre entreprise Présence Active, à la fois dans de l'accompagnement, des formations. C'est ça. Okay. On se demande qu'est-ce qu'on ne fait pas ensemble en fait. Et d'ailleurs, ça pourrait être une première question. Est-ce que vous êtes tout le temps ensemble, toute la journée, ou est-ce que vous prenez des moments pour travailler chacun de votre côté? Est-ce que parfois vous travaillez avec des clients différents, justement, pour vous séparer un petit peu? Alors, je ne pense pas que ce soit la volonté de se séparer un petit peu, mais effectivement, il y a, dans certains cas, certains clients, chacun va faire ses interventions quand on est seul sur les interventions. Et puis sinon, il y a plein de moments en fait où on est chacun dans notre bulle parce qu'on sait ce qu'on a à faire, parce qu'on se répartit le travail de manière assez claire. Mais sinon, on est la plupart du temps ensemble. Ouais. À savoir que, comment dire, on habite
au même endroit où on bosse et on est 90% de notre temps ensemble, facilement. Facilement. Après, c'est quelque chose qu'on apprend aussi, hein, notre relation, notre manière de fonctionner vraiment évolue au gré des aléas, des difficultés rencontrées. Et là, potentiellement, on va avoir un petit peu de vacances et potentiellement, dans nos vacances, ben, potentiellement, on va avoir des moments où on se sépare. Et on peut observer que ça nous fait un truc psychologique bizarre. Genre, mais c'est bizarre de prendre des vacances et de pas être vraiment ensemble. Il n'y a pas un truc nul. Bon, ok, si j'enlève cette pensée, comment c'est? Bon, moi j'ai besoin de ça, tu as besoin de ça, ok, on nourrit nos besoins, c'est plutôt cool, non? Ouais. Et voilà, c'est marrant d'observer un petit peu ces choses-là. Donc, il y a des vacances qu'on a prises ensemble et celles-ci, on va tenter. C'est pas encore défini, on doit encore en parler. Et potentiellement, il y aura des moments split où chacun va aller faire un petit peu des choses dont il a l'élan. Voilà, ce qui peut peut-être être un peu inversé de ce que font d'autres couples qui bossent séparément et qui sont contents de prendre leurs vacances ensemble. Oui, complètement. J'aimerais bien revenir sur ce que Joy, tu as commencé à aborder tout à l'heure, l'intention de couple et puis le cadre d'équipe. Comment vous mettez ça en place? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Ouais. Alors, que ça soit intention de couple ou cadre d'équipe, c'est des choses où on utilise nos outils classiques avec lesquels on pourra accompagner plusieurs personnes. Donc, on sait, comment dire, chacun peut proposer être en couple, ça consiste à faire quoi? Pourquoi ça a du sens d'être en couple? Et puis, en fait, chacun propose des éléments et puis on évalue comment ces différentes propositions, ces différentes phrases résonnent chez l'un, chez l'autre. On identifie un endroit où il y a plus de résonance. On essaye de construire une phrase, puis un endroit, OK, il y a un moment, pouf, OK, ça dit oui, ça dit oui. OK, bon, bah cool. Après, comment dire, cadre d'équipe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est écrit, qui est affiché chez vous? Ouais. Alors, on a le cadre. Oui, oui, tout est affiché. Le cadre intentionnel et puis le cadre d'équipe, on le voit tous les jours. Alors, peut-être que je ne lis pas vraiment mon cadre intentionnel tous les jours. Bref, il n'est pas très grand, mais ici, on a une partie qui est présence active avec tous nos intentions. Puis là, on a une partie qui est couple, qui est dédiée. Alors, je suis désolé, ça ne se voit pas beaucoup comme ça sur le… Mais donc, c'est affiché, oui, c'est affiché dans notre bureau. Et puis, la partie cadre d'équipe, c'est quelque chose où on a passé beaucoup de temps quand même à le rédiger. Il fait quand même 3 pages, écrit un peu à cette taille-là, avec des notions de comment chacun cultive sa présence à l'instant présent, comment on essaye de travailler sur nos croyances limitantes, sur nos blessures, quels sont les types de communication qui sont à favoriser dans la relation, celles qui sont à éviter. C'est-à-dire, est-ce que vous auriez des exemples? Oui. Ah, oui. Alors sur la communication, facilement, Ouais. c'est un sujet qui est pour moi vraiment important. Je pense que j'ai plus poussé qu'on définisse ça ensemble. Par exemple, dans le à favoriser, ça va être plus en lien avec la communication non violente. Nous, on a formalisé ça sous OSC, de communiquer en parlant de l'observation objective. Qu'est-ce que j'observe et qui est factuel? Qu'est-ce que j'observe et qui est subjectif, avec mes valeurs, mes enjeux, mes besoins, mes émotions? Et donc, ça, c'est notre perception subjective du monde. Et puis, la recherche de contribution, ça, c'est le C, donc OSC, observation objective, observation subjective, recherche de contribution. Donc ça à favoriser. Et à éviter les pics, près d'intention, P pour près d'intention, I pour interprétation et jugement. Donc on distord les faits et voire on met des jugements de valeur dessus. Et puis C pour la contrainte, forcer l'autre ou empêcher l'autre de quelque chose. Donc ça, c'est complètement à éviter. Et autre chose à éviter sur la communication, les distorsions. Alors à nouveau, distorsion des faits ou de quoi que ce soit, les omissions. Alors ça arrive souvent, même en faisant des efforts, on peut observer que c'est un des trucs qui ressort le plus souvent dans notre communication. Et les généralisations. Donc DOG, distorsion, omission, généralisation, à éviter. D'accord. Tu fais jamais la vaisselle, par exemple ou, Jamais. La vaisselle est répartie, nous tendons à équilibrer la vaisselle, à favoriser.
Bon, celui-là, il n'est pas écrit dans notre cadre de couple. Mais... Ok. Et vous le mettez à jour, ce cadre d'équipe, ou comment vous le faites vivre? Et... Alors, le cadre intentionnel, sauf erreur, on était revenu une fois dessus pour l'adapter. Parce qu'a priori, le cadre intentionnel, il ne change pas tous les 4 matins. C'est assez long, en fait, de trouver des formulations qui conviennent et qui résonnent fort. Mais entre la première version et la deuxième, il se passe 6 mois, 1 an. C'est ce qu'on peut observer aussi avec les équipes. Donc, avant d'arriver sur un cadre intentionnel qui puisse durer dans le temps, sur 3, 4, 5 ans, ben voilà, on a eu une deuxième version, mais qui était un affinage assez fin, finalement, de l'intention de notre couple. Pareil pour présence active, finalement, on était assez proches. Puis le cadre d'équipe, ben, a priori, il a pas bougé parce qu'on a vraiment, vraiment bossé dessus avec les outils et les processus que l'on utilise avec des équipes. Puis aujourd'hui, ben, on voit qu'il fonctionne bien. Ouais. Et notamment la partie résolution de conflits. Oui, bah justement, comment vous faites dans ces cas-là? Comment vous faites s'il y a un conflit au travail pour pas que ça empiète sur votre vie, enfin, sur votre autre relation et inversement? Alors, Vas-y. quand il y a un conflit, ça empiète sur la relation pour moi. En tout cas, moi, ça m'affecte très fort. Et je pense que c'est quelque chose où Joy aussi a appris à me connaître là-dessus. En fait, si à un moment ça devient tendu, c'est même plus la peine de me parler boulot. J'ai besoin de rétablir la relation avant tout, c'est la priorité. Et il y a une priorité qui est avant ça. On a un petit monitoring quand ça devient tendu où on peut indiquer notre niveau de présence. Est-ce qu'on est en état de présence ouverte ou en état crash, alerte totale? Et du coup, on peut monitorer ça. Et du coup, une des premières choses, et ça fait partie de un des premiers principes dans la résolution de conflits, checker le centrage, essayer de ramener un niveau de centrage. OK, rouvrir, checker ce qui se passe, prendre un moment pour s'accueillir soi-même, se reconnecter à l'autre. Mais clairement, oui, ça affecte. Moi, j'ai besoin qu'on prenne le temps. Donc, il y a des moments où des fois, on devrait bosser et où on va s'accorder une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc là, on devient de plus en plus rapide sur le fait d'arriver à réguler ça. Mais dans des premiers temps, des fois, ça pouvait nous prendre quelques heures ou ça pouvait traîner 1 ou 2 jours où c'était compliqué. Voilà. Et ça, je pense, c'est un gros apprentissage. On en parlait juste avant de se connecter sur le webinaire. C'est que je pense d'être en couple et puis de bosser ensemble, ça nous fait monter au niveau de la maturité émotionnelle de soi à soi et de soi à l'autre. Ça nous oblige à passer à un niveau différent, qui n'est pas le même que d'être juste en couple, où déjà ça demande une certaine intelligence émotionnelle pour que ça fonctionne bien, ou alors de bosser avec quelqu'un, ça en demande aussi. Mais là, il y a les deux, et ça ne devient plus une option. On doit être encore plus balèze pour que ça fonctionne bien. Et ces dernières semaines, comment ça s'est passé puisque vous aviez votre campagne de financement qui a dû vous prendre pas mal d'énergie? Comment vous avez géré cette intensité qui était, je pense, ponctuelle? Alors, c'est un ponctuel qui a tendance à s'étaler sur des gros projets, en fait. Mais c'est vrai que là, c'était très intense aussi en lien avec l'argent, demander de l'argent, comment on se positionne par rapport à ça. C'est pas super évident. Communiquer clairement, on fait un MOOC gratuit, mais on demande de l'argent. Alors, c'est pas gratuit. Mais en fait, si, mais non. Enfin, bref. Et on s'est engagé là-dedans. C'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Puis il y a un moment donné, en fait, c'est venu un petit peu brasser, puis on a rééquilibré l'investissement, en fait, qui c'est qui allait le plus passer du temps sur cette campagne aussi. Et puis ça a été accueilli avec. C'était pas évident parce que c'est vrai que c'était très engageant, autant émotionnellement qu'au niveau du temps. Et puis en même temps, il y avait cette envie aussi de ma part de dire ok, c'est ok si toi tu as envie d'un peu moins participer, peut-être que sur un autre projet, ça sera l'inverse. Et puis en même temps, à certains endroits où j'ai vraiment eu besoin, j'ai pu le signifier. Là, j'ai besoin qu'on envoie vraiment des mails, j'ai besoin qu'on relance nos connaissances et tout. Et puis voilà, j'ai pu obtenir aussi du soutien de manière ponctuelle. Puis en fait, je pense que l'intensité a aussi fait que du coup, on a, enfin en tout cas, j'ai parlé pour moi, encore plus envie de soutenir. Quelque part, quand c'est
quand l'intensité, elle n'est pas à un niveau de tension entre nous, moi, ça peut venir vraiment, en fait, interpeller encore plus de soutien. Genre, ah, tu vis des trucs, ben voilà, je vais être encore plus à l'écoute, encore plus dans des qualités d'accueil le plus ouvert possible, même s'il y a des endroits où je suis là, hein quoi. Donc, voilà, c'était une expérience très particulière, hein, cette levée de fonds. Je crois que c'est la première fois qu'on vit un truc aussi. Je sais pas, intense peut-être pas, parce qu'il y a eu d'autres moments qui étaient très intenses l'année dernière sur la livraison de la première formation du grand parcours de facilitation, où on a eu des moyennes de temps de travail qui a été totalement improbable. Vraiment totalement improbable. Mais voilà, ouais, bah, comme tu disais, le fait d'être en couple et de bosser ensemble, ben, moi, ça m'a fait faire des pas de géant en fait, dans ma maturité relationnelle, de détecter aussi le plus vite possible ben, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je peux le verbaliser la manière la plus clean possible, même si ben, voilà, ce n'est pas une science exacte et il y a plein d'endroits où je suis là, ah, on peut faire mieux. Et puis là aussi, je voulais juste revenir sur le cadre d'équipe. Ouais. Encore juste un tout petit truc, puis après tu reviens là. Sur le cadre d'équipe, on a plusieurs niveaux en fait, pour régler les besoins et les tensions entre nous. Et en fait, ça va dépendre aussi de comment on arrive à gérer. Il y a un premier palier qui est juste, est-ce qu'on arrive à discuter? On a des outils pour essayer de décompacter les problématiques, puis voir la matrice ACT, je ne sais pas si vous connaissez. Après, on a un deuxième palier où là, on a un petit processus de, OK, on se détend, on évalue la situation, le contexte, on se recentre, on vient partager en fait nos perceptions objectives et subjectives. On essaye d'observer, de générer un maximum d'options pour régler la situation, d'évaluer lesquelles sont les plus pertinentes pour l'un, pour l'autre. On est très connecté avec cette question, cette notion du gagnant-gagnant. Et à un moment donné, si je gagne et qu'il perd, j'ai rien gagné, quoi. Donc, on essaye vraiment de générer des solutions qui sont pertinentes. Puis après, on s'engage sur la mise en place de la solution, puis on se prend un rendez-vous pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ben on vient chercher d'autres solutions. Et troisième palier. Voilà, ça c'est quand tout va bien, on y arrive tout seul. Puis des fois, on n'y arrive pas tout seul. Et là, du coup, on a un troisième palier où en fait, on a des tiers de confiance, des thérapeutes, des coachs, un coach à peut en l'occurrence. Si vous voulez, on pourrait vous donner son nom en aparté. Ou quand on arrive à nos limites personnelles, ben, on va demander de l'aide. Et puis, on fait des séances. Et puis, ça nous a vachement aidé l'été dernier, notamment. Voilà. Ouais. Mais du coup, si tu voulais revenir sur la question du MOOC et plutôt de la campagne. Non, pas forcément, mais pour nous, ça a été vraiment effectivement d'un gros soutien de trouver cette personne en particulier qui a une bonne connaissance de choses qu'on connaît déjà. En fait, il y a plein de choses qu'on connaît déjà sur ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne bien. Mais il y a un moment, on n'y arrive pas juste les deux. Et avec ce tiers de confiance qui a un vocabulaire assez similaire, avec des connaissances, que ça soit PNL ou communication ou autre, voilà, il est vif, intuitif, il capte des trucs bien par rapport à ce qui vient de nous toucher. Et du coup, des fois, il nous ramène des trucs qu'on connaît déjà, mais il l'amène sous un angle différent, avec une métaphore différente, et ça fait ping. Ah ouais, ok. On va essayer ça pendant quelques semaines, et puis on revient. Du coup, ben voilà, de temps en temps, on a eu 2 séries un petit peu où on a bossé avec lui pendant peut-être 3-4 sessions une fois. Après, on a fait une grande pause, et puis là, on a rebossé 2 sessions. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette relation couple plus boulot, il y a un endroit, quand il y a des tensions qui apparaissent, on voit que ça vient toucher nos blessures personnelles, des choses qui sont parfois assez profondes et sur lesquelles on avait déjà fait un peu de nettoyage. Mais en fait, il y a des trucs cachés encore à un autre niveau. Et c'est intéressant en couple ou individuellement, on va faire un petit peu du chemin de nettoyage. Moi, j'avais ça encore ce matin, juste avant la séance là. J'ai repris un petit peu d'accompagnement individuel pour aller bosser certaines choses où je vois que ça a tendance à se suractiver dans l'interaction. Alors, notre Terra-Coach disait, c'est les boutons rouges. C'est comme l'autre, en fait, il appuie sur un bouton, puis ça fait... Donc, je vois bien que ça appuie à certains endroits sur mes boutons rouges et je vais aller faire du travail sur mes boutons rouges pour qu'il y ait moins de touches ou quand on est dans l'interaction, ça vienne faire des gros bugs.
Pour que l'autre puisse appuyer sur les boutons rouges de temps en temps par erreur et ça ne devienne pas la fin du monde. Et on s'arrête de Exactement. Ouais, ouais. Avec un petit truc, un petit challenge qu'on a tous les deux, c'est que comment dire, dans nos modes de fonctionnement, je crois qu'on est un petit peu rapide au niveau du cerveau et des émotions. Et quand quelque chose se déclenche, c'est pas que ça se déclenche un peu, ça se déclenche, ça a tendance à monter en fait l'aiguille en moins de 10 secondes, ça peut monter à l'intensité 9-10. Et du coup, ce qui fait que c'est pas évident à gérer, soit accueillir l'autre qui a son curseur qui part d'un coup en cacahuète. Et si les deux, on part en cacahuète, c'est là que vraiment on commence à être en grande difficulté. Mais malgré tout, on apprend à accueillir et à gérer ça aussi de mieux en mieux. C'est bien, conditionne encore ta croyance. De mieux en mieux. En plus, là, il y a des témoins, donc ça renforce l'impact. Ok. J'aurais peut-être une dernière question, ensuite on pourra ouvrir aux personnes qui sont présentes. Comment vous gérez la répartition des tâches à la fois dans la vie de couple et la vie professionnelle? Comment ça fonctionne, ça, pour vous? Oui. Ouais. Alors, au niveau professionnel, je dirais qu'on tend à ce que ça soit équilibré. En tout cas, moi, c'est une intention que j'ai, à être vigilant que ça soit équilibré par rapport à ce que chacun fait pour l'organisation, aussi par rapport au flux financier, puisque au final, ça génère. À savoir qu'on a, dans notre boulot à présence active, il y a eu énormément d'heures qui ne sont pas payées. L'année dernière, on a tombé 2500, 3000, 4000 heures, je ne sais plus, qui étaient de la création de contenu sur lesquels on touche zéro. Mais du coup, en fait, je crois à l'initiative de Joy, en fait, on tient à jour un petit peu des heures qu'on passe pour présence active, des heures qu'on passe sur d'autres projets bénévoles. Et on monitore et on peut en parler. Alors, ce n'est pas 100% équilibré et ça a pu créer des tensions, mais c'est un sujet qui s'apaise, où on trouve quelque chose qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Et puis, sur des tâches plus privées, moi, j'ai l'impression, pareil, qu'on tend à équilibrer sur des tâches ménagères, que ça ne soit pas source de tension. Alors, il y a des périodes où ça se déséquilibre d'un côté, de l'autre, et puis… Donc, l'équilibre est plutôt dynamique. Il y a rarement un équilibre parfait. Alors, je ne sais pas si ça répond suffisamment par rapport à ta question. En tout cas, pour moi, oui, c'est plutôt clair. Merci. Et je dirais, juste pour compléter, sur la dimension du boulot, là, on est plus technique dans le sens qu'on utilise le côté d'organisation avec des rôles. On a certains types de tâches à faire qu'on formalise en termes de rôles. Et puis, certains rôles sont vraiment portés par les deux. Certains rôles sont vraiment portés par l'un ou par l'autre. C'est rarement complètement vrai parce qu'assez souvent, sur certains rôles, en fait, Joy vient aussi jouer là-dedans. Sur certains rôles que Joy a, moi, je viens un petit peu jouer là-dedans. Mais on en a certains où c'est plus clairement identifié. Ça, c'est toi, ça, c'est moi. Par exemple, toute la partie de la campagne SIG, c'était clairement plus Joy qui s'en occupait, des aspects plus conception, pédagogique, pardon. Pour le MOOC, c'était plus moi. Mais à nouveau, avec vraiment c'est pas absolu. Okay. Ouais. C'est fluide et ça évolue au fur et à mesure. Absolument. Ok, bien, merci. Aux personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y a déjà des choses que vous aimeriez demander à Joy, Yvan? Est-ce que, voilà, ça peut aussi être un témoignage éventuellement si vous le souhaitez, mais surtout des questions. N'importe quelle question, elles sont toutes les bienvenues. Profitez, puisque vous avez là quand même des experts en intelligence collective, en gouvernance. Quand même, on peut le dire. Donc, profitez. Vous pouvez soit activer votre micro et poser la question ou l'écrire dans le chat. Ah, Eric, oui. Oui, mais, merci d'abord de partager ça. Je trouve ça vraiment, voilà, inspirant, je trouve. Et donc, voilà, merci.
Et au niveau je me posais la question un peu au niveau de votre quotidien. Est-ce que vous voyez dans vos rituels, ou est-ce qu'il y a des rituels qui seraient empruntés, est-ce que vous pouvez identifier des rituels qui seraient empruntés au processus plus de groupe, plus apparenté à la facilitation, euh, voilà, un peu concrètement comme ça, si vous voyez. Tu veux Alors, commencer? ouais. Déjà, on a beaucoup de rituels qui sont en lien avec notre activité professionnelle. Hmm. Du coup, on en a à plusieurs échelles. On a un rituel quotidien de on sait qui va faire quel post-it aujourd'hui, on en est où, est-ce qu'il y a des blocages. Il y a un rituel toutes les 2 semaines avec la réunion de suivi où on fait des sprints agiles. Donc, toutes les 2 semaines, on regarde tout ce qui a été fait. Il y a un petit temps de célébration. On regarde comment on peut s'améliorer sur des trucs qui se seraient moins bien passés, autant au niveau du boulot, des tâches qu'au niveau de la relation. Donc ça, c'est aussi un temps de célébration et puis aussi de point de vigilance sur comment s'améliorer. Donc ça, c'est toutes les 2 semaines. Et après, on a des grosses réunions tous les 6 mois. Et ça, c'est vraiment tous les processus qu'on partage avec nos équipes, où on fait un bilan, une grosse célébration. Et puis ensuite, on repart sur un storyboard sur les 6 prochains mois. C'est quoi les prochaines choses qu'on veut vraiment faire? Puis après, on va s'inspirer de ça pour redécouper nos actions toutes les 2 semaines. Et puis, en fait, il y a une forme de rituel qui est très spontané. On fait des petits bouts de célébration un peu partout. On aime bien, et ça fait aussi partie de notre quête d'équipe à favoriser, c'est de verbaliser ce qui va bien. Ah, merci pour ça. Là, j'ai trouvé que tu as trop assuré sur tel truc. Là, j'ai bien aimé comment tu m'as parlé. Et là, on est beaucoup dans de la célébration, alors peut-être pas quotidienne, mais voilà, d'être attentif aussi, d'honorer ce qui va bien. Voilà. Et de prendre conscience aussi des pas qu'on fait. Parce que je peux juste vous partager, là, je l'ai sous les yeux. Elle est bien cette raison d'être de couple. La raison d'être de notre couple, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes et participer à l'évolution sociétale vers une humanité plus en paix avec elle-même et son environnement, nous nous entraidons au déploiement de conscience individuelle dans notre relation de couple. On est très connecté avec cette idée de je grandis en fait dans la relation, dans l'interaction. J'utilise ce miroir. C'est pas mal, il est pas mal ce miroir. Les anges déguisés en trou de cul, comment ils disent? C'est ça. Nos anges déguisés en trou de cul. Les personnes autour de nous qui nous font réagir. Parce qu'en fait, il y a des choses qu'on doit guérir. Et voilà. Yes. Voilà pour nos rituels. Je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, mais juste de renforcer en fait ce que tu disais. En fait, moi, ça résonne beaucoup. Hier soir, j'étais dans un accompagnement d'une équipe qui a accumulé des dysfonctionnements. Et typiquement, en fait, ils n'ont pas ritualisé des temps de clôture avec des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Et je vois, moi, ça a été une bonne prise de conscience là-dessus, de voir comment ces rituels réguliers pour se donner du feedback, essayer de donner 3 choses cool pour une chose pas cool, de se discipliner à réussir à faire ça. Et du coup, d'avoir ça tous les 6 mois, tous les 15 jours, et puis à plein de moments, un petit peu tout le temps. En fait, on se fait de l'autorégulation à plein d'échelles. Et du coup, on n'accumule pas. Il y a un côté qui est un peu on renettoie le système régulièrement pour repartir sur quelque chose, pour éviter d'accumuler, de faire des collections de timbres et des choses comme ça. Et je pense que ça nous aide vraiment beaucoup, 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 beaucoup. J'ai dit. Merci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques qui viendraient? Oui, Angela. Salut, merci beaucoup. C'est trop beau d'entendre tout ça. C'est très inspirant. Et je suis aussi très touchée. Bon, je vous vois aussi dans d'autres contextes, mais de vous voir dans ce contexte-là. Et merci de la générosité avec laquelle vous partagez ce qui est si intime entre vous. C'est vraiment très chouette. Et de mon côté, la question que j'avais, c'était
s'il y a un couple, chez vous, ça s'est fait presque en même temps. Donc, il y a l'entreprise qui a commencé et le couple qui a commencé en même temps. Donc, il y a eu le fait de créer un cadre d'équipe et de couple, ça a été fait presque au même moment. Quand un couple est déjà là depuis un moment, comment vous conseillerez on va commencer à travailler ensemble sur un projet, comment vous conseillerez de commencer? Par quoi ce serait, selon vous, mieux de commencer? J'ai juste déjà une question pour comprendre, Oui. de commencer par rapport à un projet en couple Oui, ou par rapport à un projet en couple. D'accord. Donc, un Ouais. projet Et professionnel ou projet, peu un importe, projet professionnel. professionnel. Et sachant qu'il y a, au niveau de un peu la raison d'être il y a un peu ce type de fonctionnement qui est déjà présent. On dirait, il y a, j'aimerais bien installer une chose pareille au niveau du professionnel. Et sachant que c'est pas si formalisé comme chez vous, on n'a pas une jolie affiche où c'est tout écrit pour le couple. Je veux bien. Bah, pour nous, alors. Tu dis pour toi. Bien, je pense que c'est approprié. Je pense que c'est approprié. Rupture de pattern. Pardon. En fait, quoi, premier enjeu que je vérifierais, c'est si ton conjoint est prêt à utiliser des méthodologies comme celles qu'on propose avec notre approche présence active. Mais sinon, en fait, j'aurais tendance à dérouler ce que tu vas voir dans la formation sur les prochains temps. Par exemple. C'est-à-dire, nous, on a tendance à partir du cadre intentionnel en premier. On vérifie de vérifier comment on est accordé sur qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, c'est quoi nos intentions, c'est quoi les pourquoi, c'est quoi les valeurs communes et tout ça. En sachant qu'en couple, potentiellement, il y a des endroits, c'est pas pareil, et puis c'est OK, il s'agit de trouver l'endroit. C'est OK qu'il y ait des parts qui soient privées, mais c'est quoi qui fait qu'en fait, c'est nourri ensemble. Donc, une fois que le cadre intentionnel est posé, potentiellement, le cadre d'équipe peut être vraiment un endroit qui peut être super intéressant parce qu'il va soutenir autant la relation de couple que la relation pro. Et puis après, on rentre, nous, dans cette mécanique un petit peu de gestion cyclique où qu'on fait tous les 6 mois. Donc, on rêve les 6 prochains mois et on se fait un storyboard des priorités là-dessus. On vérifie s'il y a des rôles à créer et des règles à créer, et puis qui c'est qui met de l'énergie sur quoi. On bascule après dans de la partie opérationnelle, notamment nous avec des sprints, mais c'est une des options parmi d'autres au niveau du suivi de l'action. Et puis, de manière rituelle, les temps de clôture des 6 mois avec une réouverture des 6 mois. Donc, il y a un endroit, c'est un petit peu notre mécanique par défaut. Et puis après, quand on est en mode accompagnement avec d'autres projets, des fois on s'adapte et il y a des choses qu'on fait un petit peu différemment. Mais le modèle un petit peu de base, c'est un peu ça. Vous pouvez dire nous du coup? Oui. Cool. Merci beaucoup. Alors moi, c'est rigolo parce que ce qui m'est venu direct, c'est quand on est allé voir notre coach-thérapeute là, la première fois. Vous êtes en couple, vous vous aimez? Oui, oui. Puis quoi d'autre? Puis on a dit, on bosse ensemble, il était là. Jamais faire ça. Vous savez qu'il ne faut pas. Faut pas faire ça. Désolé, trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà, mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, j'ai rarement pris une décision inconsciente pareille dans ma vie et je la regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. De faire cette erreur-là que tout le monde nous dit, mais non, pourquoi vous faites ça? Et ça a vraiment amené, personnellement, ça m'a vraiment permis de devenir de plus en plus vigilante sur comment je suis en relation. Parce qu'en fait, là, j'ai le feedback direct. Parce que comme c'est très intense, on est ensemble au niveau énergétique, au niveau du boulot, le retour, il est tout de suite, en fait. C'est pas comme si j'avais un collègue que je vois une fois tous les 14 jours, puis qui me dit « oui, oui, ça va », puis je le crois, puis en fait, non. Donc,
cas, je vous souhaite bien du courage, Angela, et puis bien du plaisir surtout. Ouais. Et puis après, on peut en discuter à 4. Oui. Tu vois. Je pense que je vais vous solliciter pour ça. Trop bien. Yes. Merci. Donc, j'entends que finalement, c'est un accélérateur aussi de connaissance de soi et de relations, en fait. Voilà. Trop bien. J'aime bien ça. Merci. Ouais. C'est un petit peu ce que je disais juste avant sur le fait que ça nous oblige à changer de niveau d'intelligence émotionnelle, intrapersonnelle, interpersonnelle. Et je sais que tu as déjà fait du chemin à travers de la PNL et d'autres choses. Et ce qui est génial, et là, il y a un endroit, quoi, vous verrez, ça se trouve pour vous, ça sera facile. Pour nous, ça a été un beau challenge et ça continue à l'être, mais c'est un chouette défi à relever, hein, quoi. Moi, je sens, je grandis vraiment aussi à travers ça. Quoi, chacun grandit et la relation grandit. C'est cool. Merci Angela pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui, Alors, Joy. il y a une question de David dans le chat. Dans vos interactions tous les deux avec votre entourage, voyez-vous des particularités à être des collègues face à nos amis perso et à être en couple face à nos partenaires professionnels? À être collègue face à vos amis perso, moi, pas d'interférence, quoi. C'est comme si c'était un non-sujet. On est en couple et on bosse, et puis les amis, c'est les amis. Dans la mesure du possible, les amis de Joy sont mes amis. J'essaye d'être soigneux, quoi. Il y a des personnes avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Voilà, mais je dirais comme dans une... Ça m'aurait fait pareil si on bossait pas ensemble. Avec les partenaires professionnels, moi, je peux peut-être partager un truc qui était peut-être sur le... En fait, quand on s'est mis en couple, on était à l'instant Z. Et ça m'a créé beaucoup de turbulences personnellement. Et ça a participé au fait qu'à un moment, on a choisi, dans différentes options qu'il y avait, on a choisi de se recentrer. En tout cas, moi, j'ai choisi de me dire, OK, bah, c'est avec toi. La priorité, c'est toi et nous. Et s'il y a des ajustements à faire, eh ben, ces ajustements ont été ceux qui ont été. Donc, j'ai décidé de quitter l'instant Z et de favoriser le couple et bosser ensemble. Mais ça n'a pas été sans turbulence, ça peut être un petit peu compliqué. C'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ça pouvait créer. Il y a eu plein d'enjeux qui étaient un petit peu complexes à ce moment-là. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir cette base-là. Et dans nos nouvelles manières de bosser avec des partenaires, comment dire, présence active, c'est nous deux. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas voué à changer. Après, on a par exemple une communauté de personnes qui se sont formées chez nous, avec qui on fait des choses, ou maintenant avec l'instant Z, on rebosse aussi. Mais cette entité-là, elle nous appartient et c'est pas. Les gens peuvent tenter d'influencer, mais nous gardons la pleine autorité. C'est non négociable. Donc c'est OK, on est perméable à entendre ce qui se passe, des feedbacks qu'on pourra avoir, des demandes et tout ça, mais on a cette autonomie et perso, moi j'en ai besoin en fait. J'ai besoin d'avoir cette bulle-là qui est déjà un premier niveau de collectif. Et après, potentiellement, on peut interagir à des niveaux plus grands de collectif. Ouais. Moi, je peux aussi rebondir sur la première question. En fait, s'il y a des particularités avec des collègues par rapport à nos amis perso, en fait, vu qu'on est, enfin, de mon point de vue, pour moi, c'est vrai, on est tellement à fond dans ce qu'on fait, c'est que finalement, quand je vais vers mes amis perso, je leur parle de ça. Et c'est peut-être aussi le fait qu'aujourd'hui, on baigne dans ce qu'on est en train de faire à présence active, tellement tout le temps, que finalement, je deviens un peu monothématique avec mes amis. Mais à part ça, ça n'a pas généré de problème parce que finalement, j'ai aussi eu des retours de mes amis, genre, waouh, mais c'est incroyable, c'est trop intéressant ce que vous faites, on voit que tu es hyper engagé. Voilà. Mais je vois qu'effectivement, cette nouvelle forme d'organisation, parce que jamais j'aurais pu imaginer m'associer déjà, parce que moi, je suis un peu une solo worker. Donc, j'avais mon entreprise pendant des années. J'ai toujours adoré bosser toute seule, prendre mes décisions. Il n'y a personne qui me dit quoi faire.
Donc, bosser à deux, pour moi, c'est déjà un peu out of the box. Bosser en couple, c'était totalement en dehors des possibles envisagés de là où j'en étais. Donc, effectivement, je vois que cette nouvelle forme de vie, bah, ça peut impacter, en fait, mes relations personnelles, en fait. Parce que je parle énormément de ça, en fait. Et puis, être en couple par rapport aux partenaires professionnels, bah, je crois qu'il y a quelque part, ça touche. Quelquefois, j'ai eu le retour, genre, ah, mais vous êtes trop choux tous les deux. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait une petite carte à jouer, ça vient toucher l'émotionnel des gens sur, ah, mais vous bossez ensemble, vous êtes ensemble. Il y a quelque chose de charmant, en fait, dans ça. Même si, je vous avoue, ce n'est pas tout le temps charmant. Hein, mais quand on est sous notre bon jour, ouais, il y a un truc, ça véhicule quelque chose d'assez cohérent et quelque part, c'est assez chouette voilà, d'avoir cette carte-là, en fait. Ouais. Ouais, ça marche. Moi, je voulais juste ramener, je crois que c'est une discussion qu'on avait eue peut-être avec Valdi avant qu'il y ait le webinaire sur comment c'est la limite des fois, relation de couple au boulot et tout ça. Et moi, je vois que c'est une limite que j'ai plus depuis des années et que j'avais déjà plus quand j'étais avec les collègues à l'instant Z et en couple, pas non plus. Donc, en fait, des sujets qui pourraient être considérés comme boulot, déjà, je ne considère plus mon boulot comme un boulot ou comme… c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse profondément. Et du coup, dans mes loisirs, je vais lire des fois des bouquins qui sont en lien avec encore un truc où j'explore un peu plus, puis encore un peu plus, je vais me former, c'est des trucs ça. Mes loisirs peuvent être en lien avec ces sujets qui m'intéressent. Et du coup, hier soir, je rentre à minuit et quelques. Du coup, on a parlé, on a débriefé un petit peu d'une intervention que j'avais qui était un petit peu délicate. Et en fait, les limites qu'il peut y avoir, c'est quand quelqu'un a besoin qu'on cloisonne un petit peu. Et dans ce cas-là, quelqu'un le signifie, fait oh, là, je sature d'une manière générale ou je sature là-dessus. Voilà un petit peu notre manière de gérer ça. Et moi, je trouve, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, j'aime bien l'approche intégrale de Ken Wilber, où on essaye vraiment d'intégrer toutes les parts de nous dans notre vie. Et j'ai l'impression qu'en fait, toutes ces parts sont nourries dans la relation. Et que du coup, il n'y a plus besoin il n'y a pas besoin de cloisonner quoi que ce soit. C'est juste tout ça. Et donc, est-ce qu'il peut arriver pendant un dîner, je ne sais pas, moi, le dîner de Saint-Valentin, vous avez prévu quelque chose de très romantique et finalement, ça se transforme en brief, en stratégie, etc. C'est ça. En fait, imaginez le super dîner romantique et en fait, entre la poire et le dessert, on parle de systémique et de spirale dynamique. Yes. Alors, mis à part ça, je pense que quand on a besoin d'avoir vraiment des sessions de boulot et tout ça, on réserve des temps qui sont dédiés. Donc, dans des moments qui sont pas des moments normalement purement dédiés à faire avancer nos activités pro, il y a des choses qui s'invitent, mais c'est pas de la grosse session de boulot, c'est de la discussion comme on a avec un collègue au café ou quoi que ce soit, où on parle de notre vie, de nos expériences, des choses qui nous questionnent. Voilà, donc c'est un petit peu en aparté. Et ça, c'est vrai que ça s'invite un petit peu tout le temps. Et apparemment, ça n'a pas l'air de perturber plus que ça. Sinon, on s'invite. Moi, je t'invite à me le signifier. Et je te le signifierai si j'en ai besoin. Mais c'est marrant parce que merci pour toutes ces questions. Je crois que je viens de trouver un point d'amélioration aussi. Dans certains cas, effectivement, dimanche matin, limite tranquille, café croissant. Et tout d'un coup, on démarre sur une discussion. Et comme elle est sur le mode de la discussion professionnelle, quand même, on aborde des choses qui vaudraient la peine d'être notées. Je pense que dans certains cas, cette façon d'avoir ces espaces en fait, de discussion un peu, mais tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est informel. Quelque part, après, je sais qu'on doit y revenir en disant, mais qu'est-ce qu'on avait dit? On n'a rien noté. Moi, j'ai souvenir de ça. Toi, tu as souvenir d'autre chose, puis on est là, bon, on recommence en fait pour savoir finalement qu'est-ce qu'on va décider. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits, je pense, ça pourrait être pas mal d'utiliser ces petites discussions informelles pour faire véritablement avancer certains trucs plutôt que juste en discuter. Ça pourrait, il y a des endroits où on pourrait s'économiser du temps et avoir du temps pour parler de rien ou faire du silence. Ouais. C'est vrai.
Puis David, il avait une deuxième question, un exemple qui pouvait être intéressant dans être en couple par rapport aux partenaires professionnels. Dis-moi si je comprends bien la question, David. Par exemple, on est dans une réunion, voilà, un atout, c'est que on a une présence combinée, on est complice. Puis un risque, ça pourrait être de raisonner sur des attitudes défavorables d'une des autres personnes. Et du coup, qui nous amènerait en fait à nous fermer par rapport à ce que l'autre personne peut apporter. Si je comprends bien, ça serait, est-ce que on s'influencerait mutuellement sur la perception d'une tierce personne et que du coup, nous, on se conforte dans ce qu'on pense et puis du coup, on fait non, mais en fait, on est d'accord et boum. Alors, David, tu as eu cette impression out of the box. C'est sûr qu'on s'influence mutuellement et qu'il y a un endroit, peut-être que... Mais on prend soin aussi de s'assurer la plupart du temps, de s'assurer des avis personnels avant d'en parler. Voilà, de savoir, en fait, moi, qu'est-ce que je pense par rapport à cette situation avant de capter, en fait, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et je peux observer que dans certains cas, et notamment dans des réunions avec d'autres personnes, on se met d'accord sur la posture. C'est vrai que souvent, on se met d'accord sur une posture. J'ai dû louper un truc que j'ai pas suivi. Moi, je pense pas qu'en fait, dans l'interaction, ça nous amène à plus nous fermer, mais au contraire, à être plus vigilant. Il y a un de nous deux qui a une vigilance accrue, et si quelqu'un est en difficulté, on va. Alors, je suis pas très sûr de voir quels sont les processus conscients ou quels sont les signaux qu'on se donne, mais à mon avis, on est plutôt. Si on est à deux, on arrive encore plus à accueillir et à faire face aux situations avec le plus d'ouverture possible. Après, il y a certaines situations, ça peut arriver, c'est un peu les cas les plus exceptionnels pour l'instant dans nos expériences-là. Il y a des endroits où on choisit de ne plus être en mode accueil. Il y a des endroits où on pose les limites et on apprend aussi à faire ça. Il y a dans des dynamiques de groupe, quand c'est difficile, des fois, on va préserver, sauvegarder la plupart des personnes, quitte à ce que ça soit un peu dur pour une autre. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là qui sont un petit peu rares, mais je dirais que c'est là où, des fois, pour nous, c'est ce qui nous fait le plus bosser dans les accompagnements, d'arriver à prendre ces décisions-là quand c'est ça qui paraît le plus fonctionnel. Mais voilà, je ne sais pas si c'est très clair, si ça parle ou. Donc là, oui, c'est une particularité aussi, c'est dans vos accompagnements. Oui, ce n'est pas forcément dans des rendez-vous avec des partenaires, etc. Donc, ça peut avec les partenaires, moi, je n'ai pas rencontré de situation qui était difficile particulièrement. J'avoue qu'on a. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard ou si c'est un soin particulier à ça, mais nos partenaires de travail sont des gens avec qui ça se passe super bien. Nous les aimons. Nous les aimons. Et c'est cool. Il y a plein de choses qui peuvent se dire et le boulot avance super bien. Ouais. Merci. Je crois qu'on a beaucoup de chance et c'est peut-être des effets gravitationnels. Je ne sais pas comment ça marche la vie en vrai, mais on a des partenaires qui sont cool, on a des clients qui sont cool, on a des personnes qui viennent en formation qui sont top. C'est vraiment super chouette. Peut-être grâce à tout ce travail que vous faites sur vous, peut-être. Probablement. Je ne sais pas si vous avez des réponses, je veux bien. Ok, on peut prendre peut-être une dernière question, commentaire, et puis ensuite on arrêtera. Oui, Eric. Ouais. Moi, il y a encore un petit quelque chose qui est titillé, une part qui pourrait juger ou avoir peur d'une perte de spontanéité à travers cette formalisation, et en même temps, je peux le vivre moi de mon côté en partie, je peux le voir, l'imaginer, le sentir chez vous, et en même temps, ça reste un peu présent. Donc, je voudrais savoir si c'est quelque chose qui est présent chez vous ou pas du tout. Quelque chose qui est inquiétude ou question. Alors, déjà, ça résonne assez fort avec ce qu'on fait dans notre métier, où on accompagne et qu'il y a des processus, par exemple un processus de décision par consentement, c'est étape par étape. Et je vois comment il peut y avoir des peurs chez les personnes de perdre en spontanéité.
Et d'un côté, c'est vrai, parce que le temps de s'approprier cette nouvelle manière de faire, bah, j'arrive pas à être spontané parce que j'ai pas mes points de repère. Mais par contre, ce que je vois, c'est qu'une fois que c'est bien intégré, en fait, on peut être absolument spontané dans ce processus et qui laisse de la place aussi à la spontanéité. Et à nouveau, je vois qu'il y a des personnes qui vivent ces processus et qui trouvent ah, c'est trop étriqué, c'est trop. Moi, je vois surtout qu'ils amènent de la fonctionnalité et qui me permettent d'exprimer qui j'ai besoin et que même une réunion très cadrée, en fait, ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. En fait, on peut placer de l'humour. Et voilà, il peut se passer plein de trucs. Et du coup, je me sens vivre entièrement à travers ce processus que je trouve fonctionnel. Je trouve qu'il est soutenant, alors que d'autres manières de faire, je les trouve pénibles, dysfonctionnelles, longues, désagréables. L'autre chose où je peux voir, un endroit où je peux voir une perte de spontanéité entre nous, c'est quand la situation sont super difficiles et qu'on est en mode défensif l'un et l'autre. Parce que quelque part, c'est comme si je suis en mode survie, j'ai peur de l'autre. Et je vois bien que c'est pas ce que je souhaite dans la relation, mais il y a des endroits où quand c'est difficile, ça active ce mode-là en moi. Et là, j'ose plus rien dire. Et puis je suis conscient que si je dis plus rien, l'autre a aucune chance de s'ajuster, donc ça ne fonctionne pas. Mais j'ose pas parce que les retours, les feedbacks de ce que me renvoie l'autre, c'est pas du tout ce que je veux, ça aggrave la situation. Et là, il peut avoir des endroits de perte de spontanéité complète et de gros stress. Mais a priori, voilà, c'est des endroits où on est en stress et l'un et l'autre. Mais sinon, non, on a un mode de fonctionnement qui est hyper spontané. On bosse pas 5 jours par semaine. On bosse 7 jours par semaine ou pas. Quand quelqu'un a besoin de décrocher, ben voilà, on le signifie, on aménage. Il y a un endroit où c'est pas tant cloisonné que ça. Après, j'y vois certaines limites. Il y a des moments dans ma vie où j'étais plus discipliné d'avoir des rituels aussi, de méditer plus souvent, de telle heure à telle heure le matin et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait du bien. Et là, je l'ai un petit peu perdu. Mais j'en assume la pleine responsabilité et je vais rétablir ça. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment spontané à tous les niveaux. On peut s'ajuster. En fait, si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, il s'agit de le signifier et puis on regarde comment on s'ajuste au mieux. Donc, on a un fonctionnement basé sur les besoins. Il pourra aller redire ce que tu as dit, mais aller encore un petit peu plus loin. En fait, la notion des cadres et de la spontanéité, pour moi, c'est totalement décorrélé. C'est-à-dire que qu'on soit conscient ou inconscient, on vit dans les cadres. On est dans des cadres. On a des habitudes de fonctionnement. On a des techniques, qu'elles soient conscientes ou non. Comment on communique avec les autres, comment on s'organise, comment on fait avancer nos projets. On a des mécaniques. Ah oui, moi, je fais mes projets avec le PDCA, machin, on fixe les objectifs. Ok, super. Est-ce que ça empêche la spontanéité? Non, bien sûr que non. Pareil pour tous les outils de la bouve. Est-ce que ça empêche la spontanéité? Non. Non, ça n'a juste rien à voir. Ça n'a juste rien. Enfin, voilà. Ouais. Ouais, merci. Non, mais je vois, comment dire, c'est vrai que le fonctionnement, je ne sais pas si vous connaissez bien ce fonctionnement de gouvernance partagée distribuée avec des types de réunions particuliers. C'est sûr qu'idéalement, on ne va pas amener des types de contenus dans des réunions où c'est inapproprié, mais c'est une espèce d'évidence, quoi. C'est intégré à un niveau où c'est une espèce d'évidence et c'est pas vécu comme mince, c'est compliqué. Si j'ai besoin d'une réunion particulière pour quelque chose de particulier, je vais le demander, on la programme, on s'en occupe. Si j'en ai besoin tout de suite et que c'est possible de le faire, peut-être qu'on le fait tout de suite, alors qu'elle était prévue plus tard. Donc personnellement, voilà, il y a des endroits, je sais que c'est pas le moment de parler de ça. Voilà. Mais c'est OK. OK, merci beaucoup. Merci. On va aller vers une clôture d'interview. En tout cas, merci beaucoup. On sent que vous prenez soin, en fait, non seulement de l'un et de l'autre, mais aussi de la relation en tant que telle, et c'est parfois ce qu'on peut oublier. Merci pour on a vu beaucoup de spontanéité et de joie, en fait, ça s'est vu, même s'il y avait peut-être un cadre dans votre relation ou dans cette interview. En tout cas, il y avait beaucoup de présence et de joie et de rire. Ce que je vais faire, je vous propose d'arrêter l'enregistrement. Après, on peut prendre 2 petites minutes pour ceux qui le souhaitent encore, hors enregistrement, si quelqu'un veut partager quelque chose. Peut-être un mot de la fin, Joe et Yvan, s'il y avait une clé qui fonctionne pour vous,
dans la notion de couple, s'aimer et collaborer, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai un truc qui vient. Donc, mot de la fin, je dirais déjà merci Valdi d'avoir ouvert cet espace. Je crois que c'est un sujet que je trouvais intéressant et tout ça, mais que je n'aurais pas forcément mis sur le dessus des piles parmi tous les sujets que je trouve qui seraient intéressants à traiter. Donc, voilà, très agréable d'avoir cet espace et ce temps de partage. Si en plus ça peut résonner et soutenir d'autres personnes ou couples qui sont sur ce chemin-là, c'est cool. Une clé pour moi, c'est un engagement infaillible à chercher des solutions gagnant-gagnant ou le moins perdant-perdant possible. Et que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Je lâcherai rien. Pour moi, voilà, c'est une des clés en moi pour réussir à essayer de m'ajuster avec l'autre. J'ai dit. Et puis, pour compléter cette clé, c'est effectivement l'engagement et puis mettre en pratique. Encore. S'améliorer tout le temps, partout. Toutes les interactions sont sujets à progresser. Partout, tout le temps. Et notamment dans ces relations privilégiées qu'on nourrit autour de nous. D'avoir cette vigilance que on peut toujours faire une différence. Merci beaucoup pour ce mot de la fin et nous avoir autant inspiré et partagé votre quotidien. Merci beaucoup, Joy et Yvan, et puis à bientôt.